Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un grand entrepreneur dont la renommée n'est plus à faire. Après de nombreuses années d'expérience dans le monde professionnel, il a décidé de voler de ses propres ailes. Visionnaire et bâtisseur, il est aujourd'hui propriétaire d'un grand empire au service de la formation des jeunes. Sa priorité étant de former des hommes complets, il a mis toute son énergie et ses efforts à contribution pour être et demeurer le leader dans la formation professionnelle. Il s'appelle Monsieur Paul Guimzap. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue à Leadership. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau de cette émission. Donc, monsieur, si en quelques minutes, vous pouvez nous relater votre parcours tout au long de vos années d'expérience, ce serait éclairer la lanterne de nos auditeurs. Quelques minutes, ce serait très court pour pouvoir dire exactement le parcours qui est le mien. Mais, quel que soit le cas, je vais commencer par vous dire qui je suis, d'après ce que vous avez dit, marqué là. Donc je m'appelle Guimzap Paul, comme vous m'avez si bien appelé. Je suis né à Bafou, Tchang, ouais, vers 1949, ouais, où j'ai fait mes études primaires à l'école principale de Bafou. Et secondaire d'abord au lycée Leclerc, vers les années 62. Ensuite, mon frère aîné avec qui j'habitais était affecté à Garoua. Donc j'ai continué plutôt au lycée de Garoua. En 66, je faisais classe de 3e au lycée de Garoua. Et puis, le Cameroun, plutôt le président Aïjo, voulait faire des officiers. Les officiers dans l'armée camerounaise, surtout des officiers du Nord. Et en classe, on nous avait demandé ceux qui veulent faire l'armée. Et nous, on a levé le doigt. On nous a dit, nous, on était deux sudistes, que baissez le doigt parce que vous n'êtes pas du Nord. Alors là, on faisait classe de 3e. Avant la fin de l'année, les 10 personnes qu'on a choisies pour faire l'armée, dont les enfants du Nord, sont partis faire à Saint-Cyr un stage et ils sont rentrés 6 mois après, pratiquement sous-lieutenant. Quand vous voyez vos amis qui n'ont fait aucun effort, tout simplement parce qu'ils sont du Nord, devenir officier, sous-officier en 6 mois, vous êtes un peu frustré. Et là, il y avait pas mal des écoles que tant au Nord, c'était destiné que pour les gens du Nord et non pour les gens du Sud. Ce qui m'a valu vouloir rentrer au Sud. Okay. Et c'est là où je suis parti du lycée de Garoua pour le lycée technique de Douala, faire le concours du lycée technique. Quand vous parlez des difficultés, mon frère qui était administrateur civil, quand il a appris que je suis allé au lycée technique, ne m'a plus adressé la parole. Il me dit qu'il ne comprend pas comment un enfant peut être au lycée et puis avoir des très bonnes notes, avoir un bon rang au lycée et abandonner l'enseignement général pour aller faire la technique. Donc alors on s'est brouillé. Heureusement qu'au lycée, on était tous boursiers. Sinon, il n'y avait plus personne qui me soutenait. Bon, j'en ai fait seconde. En classe de première, on nous a dit que les gens, parce qu'au départ j'étais interne, à partir de la classe de première, on nous a mis à l'externat, mais on nous donnait une bourse de 7 000 francs par trimestre. Et 7 000 à l'époque c'était beaucoup,
Ça me permettait de vivre pendant 3 mois parce que je louais ma chambre à 700 francs par mois. Ouais. Et le reste me permettait de... Donc dès que je touchais ma bourse, je payais 3 mois, 2100 francs. Oui. Et le reste me permettait de vivre. Ben, en 70, on a fait le bac au lycée technique. Du moins, j'ai eu le bac en 70 au lycée technique. Avec, en tout cas, c'était le premier bac, avec les gens que je citerai peut-être les noms parce qu'ils sont là. Et il y a le professeur Anaclé, Fomété, on était tous ensemble. Il y a Ekindi, l'architecte, pas le politicien. L'architecte, c'est son petit frère. Il y a Onobiono. Ah oui, James, le milliardaire au cigare. On a eu le bac tous ensemble. Et à côté, il y avait à peu près Issa Choroma qui lui faisait plutôt la générale. Oh, oui, non, il ne faisait pas la générale. Il faisait également la mécanique comme nous. Ah, surprenant. Oh, oui. Bon, mais donc, après le bac, il faut dire que quand on passait le bac au lycée technique, c'était comme, je dirais, polytechnique dans l'ancien temps. Donc, il y avait toutes les entreprises dehors pour nous embaucher. J'avais à peu près, on appelait à l'époque Sonel, il y avait Sonel, la régie Fercam, et puis Bata qui me sollicitait. On m'a conseillé d'aller à la régie parce que on était embauché comme agent de maîtrise. On avait droit à un logement et puis au gaz gratuit. C'est pour ça que je suis allé au chemin de fer. Quand je suis entré au chemin de fer, tout simplement parce que Aïjo voulait l'africanisation des cadres. Donc nous, on était préparés pour être les cadres de chemin de fer. Okay. Et donc, quand vous entrez, vous choisissez le domaine de... Bon, je vais à la régie Fercam. La régie Fercam me forme sur les machines Matisa à Rome. Oui. Et quand je suis rentré, j'ai été nommé chef de district de chemin de fer en Banga pour faire Banga Kumba. Donc j'ai travaillé là. Et pendant que je travaillais comme chef de district de chemin de fer en Banga, Jeune Afrique, pas Jeune Afrique, Air Afrique, pardon, a lancé le concours pour former des mécaniciens et des pilotes. Des mécaniciens avions et des pilotes. Alors j'ai fait le concours, j'ai été admis pour aller à Toulouse faire mécanique avion. Et là, ce que je dis souvent à mes camarades, quand je suis à mes jeunes employés, que quand il faut quitter l'entreprise, il faut quitter en bon terme. Donc je suis allé voir le directeur de chemin de fer, du moins le directeur du personnel du chemin de fer, pour lui dire que j'ai eu le concours de Jeune Afrique pour aller à Toulouse. Alors là, il s'est mis dans tous ces états. On vient de te former, à peine on te forme, tu veux partir déjà. Je lui ai dit, mais vraiment, monsieur le directeur, si vous avez un enfant qui a mon âge et qui veut apprendre, est-ce que vous voulez l'arrêter? Je vois souvent les avions, j'aimerais savoir comment fonctionnent les avions. Donc je vais y aller. Il n'était pas d'accord. J'ai essayé de le voir, de le convaincre. Et finalement, il m'a permis de partir. Et je suis parti. Alors, en 74, fin 74, nous rentrons. Une fois rentrés au Cameroun, le Cameroun quittait Air Afrique. Et le Cameroun avait quitté déjà Air Afrique. Et nous, on était les premiers cadres pour Cameroun Airlines. Alors, on a cheminé à Cameroun Airlines. En 86, on a révisé le premier 737 sur place.
Pendant la révision de ce 737, il nous avait manqué des chaudronniers et des peintres plastugistes. On nous a mis en mission pour chercher à louer les chaudronniers. On a loué les chaudronniers au Maroc, les peintres plastugistes en Afrique du Sud, pour réviser le premier 737. À la fin de cette révision s'est bien passée en 40 jours. Et le président Biya est venu pour inaugurer cette révision-là. Et la médaille, la seule médaille que j'ai eue, sans rien demander, c'est celle de Cameroun. Et là, nous on pensait, on était fiers de ce qu'on a fait. On savait que la plateforme de Douala, comme l'avait demandé Boeing, devrait devenir un atelier de révision des 737, des avions 737. Alors, en 92, on a été surpris que le président Kodok nous appelle pour dire que la situation de Camer est mauvaise, qu'on doit pouvoir compresser certains cadres et des ouvriers. Et ceux qui ne veulent pas être compressés, l'État a mis de l'argent pour payer leur départ volontaire. Alors, c'est alors que je me suis dit, ben, je ne vais donc pas attendre qu'on me jette à la porte. Après un moment, j'ai écrit ma demande de départ volontaire. Comme ça devrait prendre un petit temps, et commencer à chercher ce que je vais faire, étant toujours à Camer. La première idée, qui m'était venue à la tête, c'était de vendre le poisson, d'ouvrir un truc de poisson. Mais quand j'allais avec mon épouse à Yaoundé demander la licence d'importation, je me suis dit, mais je n'ai jamais fait du commerce de toute ma vie, je ne sais pas par où je vais commencer. Elle lui a dit que, mais il nous a manqué à Camer des chaudronniers, des peintres plastugistes. Je suis sûr que ça manque à d'autres entreprises. Donc je veux former ce genre de personnes. Et ma femme m'a dit, mais tu sais très bien qu'il n'y a pas d'argent dans la formation. Et subitement, je lui ai dit, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a aussi ce qu'on laisse après soi. J'ai argumenté en disant, le SAC, c'est-à-dire le président SAC, avait beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui, on pense à SAC que par le Collège des Nations. Donc, je vais créer quelque chose. Et c'est là où j'ai essayé de mettre en place le safety pour former uniquement que des chaudronniers, des électriciens, des mécaniciens, et en tout cas les métiers industriels. Et au départ, la filière phare qu'on avait, c'était la chaudronnerie, parce qu'au Cameroun, il n'y avait personne qui formait des chaudronniers. C'est pour ça que ça nous manquait à Camer. Alors c'était les chaudronniers. Nous avions eu en formation 17 chaudronniers, 17 étudiants, élèves pour la chaudronnerie. J'étais toujours à Camer parce qu'on n'avait pas encore répondu à ma demande de départ volontaire. J'étais toujours à Camer. Et puis, le chantier naval avait ouvert aussi et voulait 300 chaudronniers. Ils sont venus me voir et ils m'ont demandé, ben, on veut 300 chaudronniers, vous aviez combien en formation? J'ai dit, j'ai 17. 14 sont bons, les autres ne sont pas bons. Et ils me disent, mais on va prendre le tout parce que on a besoin de 300. Ceux qui ne sont pas bons, on va les former sur le tas. Et c'est un peu comme ça que
Les parents qui ont eu des enfants très jeunes sont venus avec des enfants de 14 ans, 15 ans. Et je leur ai dit la formation, parce que c'était uniquement que la formation professionnelle. La formation professionnelle ne s'adresse pas aux enfants de 14-15 ans. Elle s'adresse aux enfants qui ont 18 ans et plus pour pouvoir aller travailler. Ils m'ont dit, mais ils vont rester autant du temps qu'il le faut pour avoir 18 ans et aller travailler parce que leurs frères aînés, ils ont la licence, sont à la maison depuis au moins 5 ans, ils n'ont jamais rien trouvé à faire. Alors c'est ce qui m'a embêté de voir un enfant de 14 ans faire pratiquement 4-5 ans avant de pouvoir quitter le CEFTI. Je saurais quoi faire avec. Et c'est là où j'ai demandé à ouvrir le collège d'enseignement technique. Okay. Et ça, dont les enfants de 14-15 ans faisaient l'enseignement technique, qui est un cycle académique normal, et les autres faisaient la formation professionnelle de 2 ans. Subitement, le CEFTI avait pris 200, 300 élèves, un peu plus. Et je demande à Kamer à partir. On me dit non. Quand on a parlé de départ volontaire, il ne s'agissait pas des techniciens comme vous. Vous allez partir quand il n'y aura plus d'avions. Là, j'étais embêté parce que les effectifs étaient déjà assez au CEFTI et l'encadrement, il fallait être là pour encadrer. J'ai continué à travailler à cheval entre les deux, et ce qui me posait beaucoup de problèmes parce que, étant responsable à Kamer, heureusement que les activités avaient pris un coup, ça baissait. Donc, sinon, je ne pouvais pas travailler à cheval comme ça. Ainsi, j'ai profité de mes vacances. Parce qu'à un moment, on m'a mis en vacances là-bas pour aller voir le ministre, à l'époque, Issa Chiroma, pour lui dire que je voudrais quitter Kamer. Elle me demande, mais vous avez des problèmes avec Kamer? Je dis non, on nous a dit qu'il faut demander le départ volontaire. J'ai demandé, ça n'arrive pas. Ça, c'est combien d'années après? Après avoir introduit la lettre de demande de départ, c'est combien d'années après encore? 2 ans après. Puisqu'on répondait à tout le monde, mais on ne me répondait pas du tout. Et c'est quand je suis allé voir le directeur pour lui dire que j'ai démarré, après votre décision de faire partir des gens, j'ai démarré quelque chose qui marche. Et que je voudrais partir. Et il m'a dit, ben non, on ne peut pas vous laisser, tout simplement parce que le besoin est encore présent. Oh, oui. Et là, je suis allé voir, il me dit, mais tout le monde vient me voir pour rester, et toi tu viens me voir pour partir. Donc il a donné un mot derrière sa carte de visite, que j'ai remis au directeur général. C'était adressé au directeur général, qui à l'époque n'était plus Kodok, puisque après c'était Sekarli, un Français. Lui, il n'a pas regardé. Il a donné le mot à la direction du personnel pour qu'on fasse mes comptes. On a fait mes comptes. Après, le jour où je devais reprendre le service, je ne suis pas venu et le directeur technique s'est posé la question pourquoi je ne suis pas là. Et on m'a appelé. Et là, je les ai dit que maintenant, là, je suis déjà parti. Et ça fait un peu de problème parce que le directeur technique n'était pas au courant. Oui, de votre départ. De mon départ. Alors, ils m'ont convoqué.
Et j'ai dit que je ne quitte pas le Cameroun. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là. Donc c'est un peu comme ça que je me retrouve au CEFTI à plein temps. Au CEFTI, les effectifs montent et le taux de placement est assez élevé, très élevé. Et le GICAM, pendant sa réunion, avait invité l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France leur demande où est-ce que vous, les chefs d'entreprise, où est-ce que vous trouvez vos ouvriers. La plupart ont répondu qu'ils trouvaient leurs ouvriers au CEFTI. Et c'est là où l'ambassadeur pose la question, le CEFTI c'est quoi? Vu que c'est un centre de formation qui est sur la route de Bonamissani. Alors, l'ambassadeur de France demande, du moins, nous appelle et nous dit qu'il va venir visiter le CEFTI. Le CEFTI, c'était juste dans un hangar. L'hangar qui est aujourd'hui la mécanique automobile. Alors, il arrive et me demande, mais beaucoup de chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils trouvent leurs ouvriers ici. Comment vous les formez pour qu'ils puissent recruter directement? Il a dit, je suis technicien de formation. Je vais dans les entreprises demander comment vous voulez qu'on forme vos futurs employés. Et ils me donnent leur cahier de charge que j'ajoute sur le programme officiel. Puisque le plus ne nuit pas, c'est le moins qui nuit. Et quand on ajoute leur demande, ils sont tout prêts à les embaucher. Et c'est ainsi que beaucoup d'entreprises. Puis l'ambassadeur m'a dit, les mêmes chefs d'entreprise veulent les intermédiaires des ouvriers que vous formez si bien et les ingénieurs. Est-ce que vous pouvez former ce genre de personnes? Je lui ai dit, je ne suis pas enseignant de formation. Donc je ne saurais vous dire oui, sauf si vous m'aidez à le faire. C'est là où, quelque temps après, on m'appelle à la coopération française pour me dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Et c'est là où ils ont trouvé le professeur Bontou, avec qui on a démarré. C'était ISTDI. ISTDI devrait démarrer à l'intérieur de CEFTI. Mais il n'y avait pas suffisamment d'espace. Le professeur m'avait dit, écoutez, si vous vouliez faire l'université, comme tels sont ces mots, ça ne se fait pas sur 4000 mètres carrés. Le truc technologique, le CEFTI, c'est 4000 mètres carrés. Ça ne se fait pas sur 4000 mètres carrés. Il faut minimum 1 hectare. Mais trouver 1 hectare dans la ville de Douala, il faut déguerpir beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai cherché et je suis venu à Lorbesso, qui à l'époque était la forêt. Encore dans la forêt vraiment, pour acheter le terrain de 2 hectares à peu près. Je peux dire que tout le monde m'avait pris pour un fou. Même mon épouse, parce que quand on est venu voir, elle m'a dit, écoute, je me pose des questions sur ce que tu fais là. Tu penses que quelqu'un viendra inscrire son enfant dans cette forêt-là? Puis je lui ai dit, écoutez, quand un pygmée soigne bien en forêt, on dépose les Mercedes pour venir là-bas.
C'est que je suis sûr ce qu'on va bien former, comme on l'a fait au Safety. Okay. Et la demande est là, parce que les entreprises ont besoin de bons techniciens. Et je suis certain que quand on va former des bons, ils vont trouver du travail et les gens vont venir. C'est un peu comme ça que nous, on se lance ici. Maintenant, il fallait trouver de l'argent. Tout au début, les banques ne t'accompagnent pas du tout. Même ayant démarré le Safety, ce n'était pas assez pour qu'une banque puisse vous accompagner. De deux, quand ils viennent voir l'état du terrain, la brousse où on est, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Non, eux-mêmes aussi doutent, mettre leur sous là-dedans. Eh bien, je dirais que l'ambassade du Canada venait de financer sur les lycées techniques. J'avais financé, d'après eux, près de 32 milliards sur les 6 lycées techniques. Et ils ont dit que quand ils sont revenus, 4 ans après, le matériel n'était plus fonctionnel, sinon ils étaient tout simplement volés. Et qu'ils veulent financer, essayer avec le privé. À ce moment, ils ont lancé un appel à candidature pour le financement des établissements techniques. Et nous, on était candidats. Je crois qu'il y avait plus de 35 établissements. Et ils nous ont reçus pendant les journées de promote dans une salle où ils ont écouté tout le monde et ils ont commencé à faire le premier tri. À la fin, ils nous ont invités à 5 à l'ambassade, 5 établissements. Et après l'entretien à l'ambassade, il était resté 2 établissements. Donc, de la salle et nous. Parce que pour eux, le pays avait beaucoup besoin de la technique industrielle que commerciale et tout le reste. Et la plupart des concurrents formaient dans les domaines commerciaux. Et ceux qui étaient purement dans les techniques, c'était de la salle et moi. À la fin, je n'ai pas su pourquoi, parce que j'ai reçu une invitation pour aller à l'Ardi, au Canada. Donc je suis allé à l'Ardi et on a obtenu un financement, du moins c'était pour signer le financement des équipements de l'Institut, c'était ISTD à l'époque. Donc ce financement bilatéral était de l'ordre d'1 milliard, 1,3 milliard. Et ça, c'était signé l'ACDI, l'ambassadeur du Cameroun au Canada. Là. Donc on a signé les financements là-bas. Et c'est 1 an après, bon, mais avec les tracasseries administratives, c'est arrivé un moment au niveau du ministère des Relations extérieures, on ne voulait plus rétrocéder à l'ISTDI. Cet argent-là. Oui, on voulait plutôt mettre ailleurs, dans d'autres établissements d'État. Et ça a traîné. Et ce n'est que vers le mois de décembre que l'ambassadeur, pendant ses vœux, dit au Premier ministre qu'ils ont un financement, qu'ils vont retourner au Canada le 1er janvier. Et que le Premier ministre demande le financement de quoi? Il dit qu'ils veulent financer un établissement à Douala, privé. Ils veulent essayer avec le privé. Et depuis que
le Canada a signé ce financement, la rétrocession se fait. Et c'est alors où le Premier ministre appelle le ministre des Relations extérieures pour lui demander, mais il s'agit donc de quoi? Il explique. Et puis il lui demande, si on finance un privé, c'est pour former des enfants camerounais. Donc il faut rétrocéder ça. Et c'est ainsi que dès le 1er janvier, 2-3 janvier, on m'a appelé pour signer la rétrocession de ce financement. Et là, le Canada nous a accompagnés. Donc on avait sur le terrain l'accompagnement des Français et l'accompagnement de deux conseillers techniques canadiennes qui ont mis 2 ans ici, donc j'étais là pour 2 ans. Le projet ISTDI a été accompagné par 2 ambassades. Et les premiers équipements qu'on a eus, c'est l'ambassade du Canada qui a tout acheté. C'est dans les 1,3 milliard. Je peux dire que le ministère n'avait pas bien compris parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, il n'avait pas été complètement associé. Et ça a un peu gêné les relations au départ. C'est juste je peux dire gêné, pourquoi? Parce que lorsqu'on inaugurait les équipements que le Canada a fournis au Cameroun, on avait invité le ministre, on avait invité le ministère. L'ambassadeur du Canada était là à 10 h et le ministre n'était pas là et n'avait envoyé même personne. Et c'est alors que Mme Fonning, feu Mme Fonning, de regretter mémoire parce qu'elle était une forte femme, qui appelle le ministre et puis lui demande, mais quelle honte pour notre pays que l'ambassadeur qui a fourni du matériel pour un établissement camerounais à hauteur de milliards vient inaugurer, le ministre ne vient pas et ne se fait même pas représenter. C'est une honte. Alors là, le ministre a demandé au gouverneur de venir d'Ada le représenter. Et c'est un peu comme ça que l'inauguration s'est faite ici. Donc, l'Institut universitaire de la Côte, c'est un peu ça le départ. Hein. Donc, je ne sais pas s'il faut continuer à parler. Bon, aujourd'hui, après déjà pratiquement 20 ans, on a vu ça grandir, c'est passé de ISTDI à IUC. Et la renommée également de l'Institut universitaire de la Côte n'est plus à refaire. Mais une fois que vous avez démarré le projet, est-ce que dans votre entourage, tout le monde vous a soutenu? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence dans... Je voudrais déjà parler de votre épouse, premièrement. Maintenant, dans tout le cadre familial, je suppose, votre famille, vos enfants. C'est tout le monde qui était un peu sceptique parce que beaucoup de gens se disaient, mais Paul, lui, il n'est pas enseignant, qu'est-ce qu'il va parler aux enfants? Donc, les premiers sceptiques étaient déjà même l'entourage. Mais malheureusement, on dit toujours que l'exemple vaut mieux, vaut mieux que parler, quoi, que de donner des leçons. Mais dès lors où les premiers qui sont venus ici étaient pratiquement tous employés avant la fin de leur... avant l'obtention de leur diplôme, ça a commencé à convaincre les gens. Parce qu'à côté, comme je dis, l'ambassade de France nous a soutenus. C'est dès l'ambassade de France qui nous a mis en contact
par le biais du professeur Bontou et tout le reste, en contact avec les grandes écoles françaises, où nous avions mis en place les classes préparatoires qui ont préparé le départ des enfants en France. Ça avait été réticent, les gens ne croyaient pas qu'en faisant, parce que les premières classes préparatoires au Cameroun, ça avait été démarré, initié par l'Institut universitaire de la Côte. Et ces premières classes préparatoires ont connu beaucoup de succès. Et beaucoup d'enfants qui ont fait leur classe préparatoire ont pu continuer leurs études sans problème en France. À l'étranger, partout. Parce qu'il y avait le Canada également qui prenait des gens qui partaient d'ici. Et le Canada voulait absolument encourager l'enseignement technique et industriel. Voulait même que les filles rentrent là-bas, s'y intéressent. Et comme il n'y avait pas assez de filles, ils ont donné la bourse à toutes les filles qui s'inscrivaient dans les filières technologiques ici. On a une ici, là, je crois, c'est une Jessie, une qui est grosse comme ça. Là. Elle a fréquenté ici avec la bourse de l'ARDI. Du Canada. Oh, ouais. Donc elle n'a rien payé ici. Il fallait juste être volontaire, s'intéresser à la formation industrielle. Industrielle. On vous l'offrait. Oh, ouais, oh, ouais. Oh, ouais, c'est intéressant. Maintenant, vous nous avez parlé de quelques difficultés, notamment la première par rapport à votre frère qui n'a pas compris votre choix dans la mécanique. Vous nous avez parlé des accompagnements qui n'ont pas suivi. Y en a-t-il d'autres, hormis ces grandes difficultés-là, voilà, vous n'en avez pas connu des petites qui vous ont mis des bâtons dans les roues dans la concrétisation de votre projet? Bâtons, je peux dire que non, personne n'a pu mettre le bâton. Parce que j'ai démarré dans un secteur que personne n'y était. Oui. L'industrie, il n'y avait personne. D'abord, beaucoup n'y croyaient pas parce que quand j'ai demandé l'autorisation de l'ouverture de l'Institut universitaire de la Côte, au niveau de, pas STI, STDI, au niveau du ministère, quand on a vu que c'était l'enseignement technique industriel, déjà au ministère de l'Emploi pour la création de CEFTI, les gens se sont dit, mais lui, il s'aventure dans le secteur où même l'État ne veut pas y aller. Bon, mais celui-là, on ne sait pas. Donc on m'a donné l'autorisation sans difficulté. Oui, et même quand à l'Institut, à l'ISTDI, quand j'ai demandé au niveau supérieur, on m'a donné l'autorisation sans difficulté. Parce que c'était un secteur vide. Et vide d'ailleurs, vide au point où j'étais connu directement du ministère. Parce qu'on se disait, celui-là qui s'aventure dans un truc comme ça, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est après quand on a vu que j'étais très accompagné, que tout le monde a compris que ça devrait aller. À vous entendre parler, on dirait que, hormis cela, pour le reste, tout est allé comme sur des roulettes. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas posé la question, vous-même, si vous n'alliez pas droit au mur, si... C'est vrai, vous étiez convaincu par rapport à votre projet, mais est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas posé la question, vous n'avez pas été sceptique quant à la réalisation, vous n'êtes pas demandé si vous alliez, vous risquiez, s'il y avait des risques que vous alliez droit dans le mur? Je pense pas, parce que je vous ai dit que le secteur industriel que j'ai attaqué à l'époque, j'étais l'un des premiers à le faire. Le premier problème que j'ai eu, c'était celui du financement. Et je peux dire que le seul fait d'être technicien et de pouvoir créer, parce que le premier financement, j'ai obtenu les sous en fabriquant des antennes paraboliques. Je peux dire que ces antennes paraboliques nous ont donné un grand souffle. Et ce qui a pu faire convaincre les sceptiques qu'on peut faire quelque chose sur place. Parce qu'on a créé beaucoup d'emplois.
jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de câbleaux-distributeurs en ville ici, c'est des gens que nous avons formés. Tous les jeunes qui sont câbleaux-distributeurs, même des gens qui sont déjà très grands, sont, par exemple, Canal 2, on a beaucoup travaillé avec eux. Canal 2, tous les premiers monteurs de Canal 2 sont sortis d'ici. D'abord, parce qu'avec lui, on a travaillé dans le domaine des antennes paraboliques. Il me fournissait les démodulateurs et je fabriquais les cuvettes, je les plaçais. Donc on en a placé pas mal. Et là, je peux dire, c'est ce coup de pouce de fabrication d'antennes qui nous a permis d'alimenter les comptes au point où les banques se sont dit, ben, ce projet, on doit l'accompagner. Wow. Okay. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme une figure emblématique à travers le Cameroun et puis plus impressionnant encore dans le domaine de la formation. Bon, de tout votre parcours, s'il fallait changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Je me dis que je n'ai pas encore envisagé changer quoi que ce soit, dans le sens où ce que je fais va en droite ligne d'aider les jeunes, d'aider notre pays, parce qu'il faut dire, je n'ai pas suffisamment de satisfaction dans le sens où quand on voit à côté ce que d'autres pays comme nous, qui ont eu l'indépendance au même moment, ce qu'ils ont réalisé, je me pose toujours des questions. Pourquoi nous n'avions pas poussé, orienté notre formation dans le domaine industriel? Au moins c'est une bonne partie, pas à tout le monde. Dans un pays, on a besoin de tout, des comptables, des machins, des journalistes, comme vous dites, de tout le monde, mais encourager aussi la formation technologique. Parce que quand on voit tous les pays qui ont mis en valeur les formations technologiques, ils sont très avancés. Donc c'est là où je me dis, il nous manque quelque chose. Et que si je peux apporter quelque chose, à encourager mes étudiants à créer dans ce domaine. Après le CEFTI, vous êtes passé à l'Institut universitaire, à ISTDI, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire de la Côte. Beaucoup se diront, ou bien se seraient dit, c'est bon, il a atteint un niveau vraiment respectable. Et là, vous prenez l'initiative de créer la PDMD, notamment la plateforme de diagnostic médical de Douala. Pourquoi? D'où vous vient cet autre projet-là? Ouais, je peux vous dire, ça, tout ce que j'ai fait, je crois que c'était toujours le désir de satisfaire une demande. Parce que quand je crée le CEFTI, c'était pour satisfaire la demande des ouvriers. Après, on m'a dit qu'il fallait des agents de maîtrise. D'où la formation de l'enseignement supérieur, dont j'ai créé ISTDI pour satisfaire cette demande-là. Ensuite, l'Institut universitaire de la Côte. Pourquoi? Parce que à un moment, nous avions formé beaucoup de jeunes dans le domaine industriel, dont les entreprises ont pris ces jeunes, ont embauché ces jeunes. Et les mêmes entreprises sont venues. Certains sont venus me voir en disant, Monsieur Nguimeza, vous avez formé de très bons ouvriers pour nous, de très bons techniciens qui nous ont permis à augmenter notre production. Mais il faut nous former des gens qui vont nous permettre de vendre cette production, qui vont nous gérer et accompagner la production. C'est là où cette demande, c'est que je crée les filières commerciales. C'était toujours à la demande de l'industrie. Une fois créées, ces filières commerciales, on se retrouve avec
l'enseignement technique, l'enseignement commercial. ISTDI, c'est le sigle d'enseignement technique industriel. Donc le nom ne représentait plus ce que nous faisons. Donc, alors, et c'est pour ça que nous, on est passé de ISTDI à Institut Universitaire de la Côte, parce qu'on avait déjà on avait des formations en informatique qui sont à côté, les formations en industrie et les formations commerciales. Ouais. Alors, c'est le nom, on a créé Institut Universitaire de la Côte. Institut Universitaire de la Côte, pourquoi? Pourquoi la Côte? C'est qu'entre-temps, pendant que nous fonctionnons, on commençait à recevoir les étudiants du Sénégal, de Ouagadougou, du Bénin, du Congo, de Gabon, de Centrafrique. Et nous, on voit que toute la côte africaine envoyait déjà leurs étudiants ici. C'est pour ça que nous, on a appelé ça Institut Universitaire de la Côte, toute la côte africaine. Et c'est là le truc. Vous me demandez pourquoi la PDMD. Je dis, nous formons de très bons informaticiens. D'ailleurs, nous, on a eu le label informatique du CIAN. Le CIAN, c'est quoi? Le CIAN, c'est l'équivalent du JUCAM français qui opère en Afrique. Le CIAN, ces grands chefs d'entreprise se sont dit, à partir de 2020 en avant, le développement, c'est beaucoup plus en Afrique. Parce qu'en Europe, on a déjà fait les ponts, les maisons, tout. Ils sont obligés, pour donner du marché aux chefs d'entreprise, de casser certaines maisons, de certains buildings et de les remplacer. Donc le développement, là où on peut encore faire des travaux, des grands travaux, c'est en Afrique. Donc il faut former des employés capables de les satisfaire. Donc, ils ont fait une évaluation des grandes écoles en Afrique. Toujours beaucoup dans l'industrie, parce que ce qui gêne toutes les entreprises, ce n'est pas les gestionnaires, c'est beaucoup plus les techniciens. Alors ils ont dit, on va trouver des écoles pour former nos futurs techniciens, ingénieurs. Donc la première sélection qu'ils ont fait, c'était sorti dans le journal. Ils avaient sélectionné 50 établissements en Afrique francophone et Grand Lac. Parmi les 50 établissements, il y avait 2 au Cameroun, beaucoup dans le domaine industriel toujours. Il y avait Polytechnique de Yaoundé et l'Institut Universitaire de la Côte. Et eux, ils certifient une filière. On ne peut pas dire que ton établissement est tellement bon, non. On va dans chaque établissement, on regarde la filière qui avance le plus et qui peuvent soutenir. Le Polytechnique, c'était l'automatisme et électrotechnique. L'Institut Universitaire de la Côte, c'était l'informatique. Donc nous, on nous a sélectionnés dans ces 2 domaines et certifié que nous pouvions le faire. Comme ils ont appelé le label. Ce label, je l'ai là parce qu'on nous a remis le label. Ils avaient réuni tous ces établissements en Côte d'Ivoire pour remettre le label. Donc je me suis retrouvé là-bas avec le professeur Awono pour le Polytechnique et moi pour l'Institut Universitaire de la Côte. Et nous, on a eu ce label en informatique. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous le savez, qu'ici, pour CS2I, avant d'atteindre tous ceux qui font certaines filières CS2I, génie civil, avant d'atteindre la 4e année, ils sont tous embauchés. Tous. Et ce n'est pas, vous pouvez vérifier, ce n'est vraiment pas des histoires qu'on raconte. Alors, en cherchant des stages
pour la filière informatique, sachant que l'hôpital général, les hôpitaux, de plus en plus, tout ce qui fonctionne comme appareil a une base informatique. Donc, je suis allé à l'hôpital général de Douala pour chercher les stages. Et en discutant avec le directeur technique là-bas, je les ai dit, ben, écoutez, nous, on veut placer des étudiants parce que je sais que la plupart des appareils qui fonctionnent ici, la base, c'est l'informatique. Et nous, on veut dépanner ce genre d'appareil. Et puis, ils m'ont dit, mais si vous voulez dépanner ça, venez voir. On est parti voir derrière. Il y avait un paquet de matériel tout neuf, mais en panne. Je me suis posé la question, mais pourquoi en panne? Il dit, nous n'avons pas de gens pour dépanner. J'ai dit, je veux former des gens. Si j'ai dépanné, si j'ai travaillé à dépanner des avions pendant 17 ans, je ne crois pas que ce soit ces appareils qui vont nous dépasser. Donc je veux former des gens pour dépanner ce genre d'appareil. Effectivement, j'arrive et je commence à réfléchir comment créer la filière d'ingénierie biomédicale. Comme je dis, il y a plusieurs filières dont le ministère d'enseignement supérieur n'a pas de programme, n'a rien. Alors, je ne trouve pas de programme. Je recherche sur Internet tout ça, les programmes, les écoles qui font ce genre de travail. Je trouve enfin en Italie l'université de Tor Vergata d'Italie qui fait ce travail. Et ensuite à Lille, on fait également ce même travail. Je me rends à Rome pour essayer de discuter avec ces gens de Tor Vergata, où je tombe sur le professeur Colisi qui m'accompagne et on signe un premier partenariat à Tor Vergata pour avoir les programmes de la formation d'ingénieur biomédical. Alors, je démarre dans la formation, je vais démarrer la formation. Je vais demander l'autorisation au ministère. Le ministre dit, ben, si c'est pour former ce genre de personnes, on vous donne l'autorisation tout de suite. Parce que le Cameroun dépense énormément sur le matériel médical et que quelque temps après, ben, ça tombe en panne, on n'a pas de gens. Alors là, il nous donne l'autorisation. On démarre cette formation. Et puis, en deuxième année, il se pose le problème de pratique. Le laboratoire pour faire vraiment, pour pratiquer réellement, parce que oui, c'est que l'Institut universitaire de la Côte a de plus pour que les entreprises puissent solliciter les employés, c'est-à-dire le recrutement de leurs employés ici, c'est la pratique. Or, moi, je n'ai pas voulu faire une formation au rabais. Il fallait créer des labos. Je ne savais pas que ce laboratoire coûtait si cher. Quand j'ai demandé le devis, c'était tellement cher que je ne savais quoi faire. Alors, à ce moment, j'ai essayé de rechercher le financement. Et comme le projet SATIC, c'est-à-dire le financement de l'ACDI, ce projet qui était fait pour 5 ans et qui dure jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, ils ont mis sur leur site Success Story le projet SATIC. Donc quand j'ai recherché le financement, beaucoup d'établissements financiers ont vu, puisque quand tu recherches, on regarde toujours ton parcours,
Ils ont vu sur le site Success Story, projet SATIC. Et donc tout de suite, j'ai eu la proposition du financement. Il y avait Proparco, il y avait plusieurs financiers, grands financiers. Alors, nous, on a eu même la Banque mondiale. On a choisi la Banque mondiale. On a travaillé 1 an sur le projet ici, avec la Banque mondiale. Puis au dernier moment, la Banque mondiale me dit, mais ce que vous nous demandez, 3 milliards à peu près, c'est tout petit, c'est rien du tout. On ne peut pas vous accompagner pour 3 milliards. Parce que les déplacements des contrôleurs et tout ça, ça va absorber tout. Mais, par contre, nous pouvons vous aider à financer votre banque. Et votre banque suit. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont financé ma banque. Et ma banque a financé le projet. Moyennant un petit peu de pourcentage par rapport à ce que la Banque mondiale nous offrait. Et c'est un peu comme ça qu'on rentre dans le domaine de la médical. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Mais quand on est rentré, la plateforme, j'ai demandé le coût du matériel. On a fait, c'était énorme et il fallait obtenir l'autorisation du ministère. Quand le ministre de l'Enseignement supérieur a vu le coût de ce qu'on a et les programmes qu'on avait à faire, ils m'ont dit l'autorisation, je vous donne mon accord de principe tout de suite. Et ensuite, il a aussi écrit au ministère des Finances pour l'exonération de douane sur les matériels. Ce qui fait que je suis très très reconnaissant que le gouvernement accompagne quand même des initiatives, parce que quand on peint en noir tout le gouvernement, je crois que si vous demandez ce qui est utile, pas pour vous tout seul, mais pour le pays, il n'y a personne qui va dire non. Ces équipements qui ont coûté très très cher, le ministre de l'Enseignement supérieur m'a dit, ben écoute, si c'est vraiment ça, je vais venir à l'inauguration voir ce que c'est. Mais compte tenu du coût, même si on mettait la scolarité à 5 millions ou 10 millions même, ça ne pouvait pas rembourser les équipements. Et puis ce seraient des équipements perdus. On a demandé à mettre ces équipements aussi au public, à ouvrir au public. D'abord pour aider, parce que les mêmes équipements, les hôpitaux en avaient besoin et le gouvernement ne mettait pas ça à leur disposition. Donc, pour obtenir l'agrément d'ouverture du laboratoire, le ministre de la Santé nous a donné l'autorisation d'ouverture du laboratoire de première catégorie, et il était tellement impressionné sur le matériel qu'il a vu, sur photo bien sûr, qu'il a dit il va venir à l'inauguration voir lui-même si ce matériel est vraiment ça. Alors, et le jour où il me recevait, il y avait le ministre sénégalais de la Santé dans ce bureau qui a dit, ben, si c'est un citoyen camerounais qui fait ce genre de choses pour aider l'État, je viendrai voir aussi. Et le jour de l'inauguration, le ministre de la Santé sénégalais est venu avec la télévision sénégalaise pour essayer de faire le reportage afin d'aller dire aux Sénégalais qu'au Cameroun, il y a des citoyens qui aident l'État. Donc c'est un peu ça.
Et aujourd'hui, vous parlez avec passion, vous parlez avec amour. On peut constater que vous êtes satisfait de ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. Oui, disons satisfait quand on regarde derrière. Mais quand on regarde devant, on n'est pas satisfait du tout. Pourquoi? Ben, parce que, tel que je viens de vous dire, il y a encore beaucoup à faire pour les jeunes. À ce stade aussi, bon, voilà, il ne faut pas manquer. À ce stade, beaucoup de gens vous voient comme un homme accompli, un homme qui a réussi. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne sais pas. Réussir, quand on regarde soi-même, on peut dire quoi? Parce que les gens disent réussir, c'est avoir du matériel. Si c'était que pour le matériel, je ne travaillerais plus du tout. J'aurais dû dire j'ai réussi et je reste tranquille. Mais malheureusement, quand on regarde devant, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire. L'enseignement, la formation où je suis là, plus j'entre dans cette formation sans être enseignant de formation, je vois qu'il y a beaucoup à faire. Je vois même que la formation que nous donnons à nos enfants ne permet pas le développement de notre pays. Parce que quand on voit tous les pays anglo-saxons, on ne juge que par comparaison. Quand on compare tous les pays anglo-saxons de l'Afrique avec les pays francophones, on voit que nous sommes loin derrière. Loin derrière, pourquoi? Parce que la France, je n'accuse pas la France, mais la France, on dirait qu'ils ont privilégié l'enseignement général à l'enseignement technique à juste titre. Puisque vous aviez des petites choses comme les routes, c'est encore les Français, un gars qui a un CAP en France qui vient faire mieux les routes. On dirait, on aurait pu dire que nous, on n'arrive pas, mais il y a beaucoup à faire. Il y a transformer les mentalités. Ce n'est pas à mon niveau, je suis tout petit pour penser transformer les mentalités, mais peut-être discuter avec les décideurs et leur dire de temps en temps ce qu'on aurait pu faire, c'est toujours mieux. Et donc aujourd'hui, quel est votre plus gros challenge? Le plus gros challenge, c'est de, toujours en restant à l'école, c'est de créer un incubateur digne de ce nom. Parce que je me dis, si Dieu me permet que j'accompagne, c'est ce que je veux faire, au moins créer 10 à 20 entreprises à partir de l'école pour les jeunes qui sortent d'ici, tout en sachant que chaque entreprise pourrait embaucher des gens. D'ailleurs, c'est le projet que j'ai en main à ce moment. D'accord. Voilà, ce serait, en plus de l'Institut universitaire de la Côte, du CEFTI et de la PDMD, ce serait encore un autre gros projet sur lequel vous êtes en train de réfléchir déjà ou bien? Oui, c'est toujours apporter quelque chose aux autres. Hein. Parce que chaque fois, la satisfaction, c'est que quand tu crées et que ça apporte quelque chose aux gens, c'est toujours mieux. Donc, l'incubateur, je suis en train de travailler dessus. Okay. Aujourd'hui, vous êtes un homme pétri d'expérience. Malheureusement, nous sommes dans une société où les jeunes sont peu enthousiastes en ce qui concerne leurs projets, notamment par rapport à l'accord de leur famille ou encore de leurs propres besoins. Quel est le conseil que vous pouvez attribuer à vos enfants, à ces jeunes-là? Il ne faut pas demander à un enfant de faire absolument ce que vous voulez. Il faut qu'il vous dise ce qu'il veut faire et que vous discutez ensemble. Peut-être qu'en lui se cache un génie quelque part. Mais si vous vous orientez toujours à apporter une solution aux problèmes qui se posent autour de vous, vous n'avez pas de risque de vous tromper. Parce qu'en formation, si tu te dis, voilà, autour de moi, il manque telle chose, je vais apporter une solution, ce serait mieux.
Mais si on va à l'école juste pour aller, on peut aller, à partir d'un certain niveau, il faut s'orienter. Bon, président fondateur de l'Institut Universel de la Côte, quel est le petit mot que vous pouvez donner aujourd'hui à vos enfants? Je les appelle vos enfants parce que tous les formés qui sortent de l'Institut Universel de la Côte vous gardent en mémoire comme le summum de la réussite. Quel est ce secret que vous pouvez leur donner au sortir de l'Institut Universel de la Côte? En tout cas, moi, je crois que pour moi, tout ce qu'un homme peut avoir comme satisfaction, c'est ce que tu laisses aux autres. Parce que devant Dieu, si je peux le dire, Dieu ne va pas te demander ce que tu as fait pour toi-même. Il va te demander ce que tu as fait pour les autres. C'est aider les autres. Donc aux jeunes, je leur demande de chercher à travailler, à voir ce qu'ils peuvent faire pour aider son entourage d'abord, et puis le pays à avancer. Nous sommes parvenus au terme de cette émission, mais avant on ne saura se séparer sans remercier M. Paul Nguimezab d'avoir été des nôtres. Une fois encore, nous sommes honorés de vous avoir eu sur le plateau de MyUIC TV. Nous serons à vos côtés, voilà, notamment pour voir toutes les autres réalisations qui viendront par la suite, et pourquoi pas vous reprendre une autre fois en émission pour ces différents projets encore dont on ne tarirait d'éloges. Merci, monsieur. Merci bien, merci. Pour MyUIC. Pardon, allez-y, monsieur. Non, je disais merci à MyUIC pour avoir pensé à cet entretien. On a beaucoup à dire, beaucoup, parce que ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est juste une petite partie de ce qu'on a vécu et de ce qu'on pense faire. Je me dis, si Dieu me donne encore la santé, il y a encore beaucoup à faire pour les jeunes. Ok. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité au programme. Nous prenons rendez-vous avec vous pour une prochaine édition de Leadership. D'ici à là, bye bye.